Mon petit ami m'a récemment avoué qu'il ne m'aimait peut-être plus. Avant que Steven et moi ne soyons ensemble, quelqu'un d'autre comptait énormément pour lui. Jackie, ma meilleure amie. Ils formaient ce couple adorable qui agaçait tout le monde tant ils semblaient les complices. À leur fiançailles, j'étais vraiment heureuse pour eux. Mais le jour du mariage, Jackie a disparu. Pas de coup de fil, pas un mot, aucune explication. Elle s'est évaporée. Steven a complètement sombré. J'ai passé tout le mois à ses côtés, veillant sur lui pour éviter qu'il ne fasse une bêtise. Peu à peu, quelque chose a changé entre nous. 8 mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble. Et notre histoire s'est installée dans une jolie routine, solide, jusqu'à il y a 2 nuits. Jackie est réapparue sans prévenir. J'ignorais même qu'elle était en ville, avant de voir Steven dans un état second toute la journée, complètement ailleurs, dispersé, incapable de se concentrer, oubliant nos rendez-vous, les yeux rivés sur son téléphone pendant le dîner, le regard qui se perdait au milieu d'une phrase comme si le monde autour de lui avait cessé d'exister. Ça m'a vraiment inquiétée. Ce soir-là, j'ai fini par lui demander « Est-ce que ça va ?» Il m'a regardé, les yeux écarquillés, l'air de sortir d'un songe, puis il a forcé un sourire. « Ça va ?» a-t-il répondu, mais je voyais bien que c'était faux. C'est à cause du retour de Jackie, pas vrai? J'ai entendu ma mère en parler. Mais je préfère qu'on ne s'attarde pas là-dessus, a-t-il lancé assez sèchement. J'ai eu un choc. Jamais il ne m'avait parlé comme ça. J'ai retenu mes larmes, les lèvres serrées, et j'ai murmuré « Steven, est-ce que tu m'aimes encore ?» Son visage s'est adouci aussitôt. Il m'a serré fort et m'a répondu que oui, il m'aimait, me le répétant encore et encore. Mais au fond de moi, j'ai senti qu'il essayait surtout de s'en convaincre lui-même. J'ai eu la confirmation le lendemain. C'était censé être notre soirée d'anniversaire. 3 ans que nous étions ensemble. Je suis arrivée en avance au restaurant. J'ai commandé son vin préféré, déposé son cadeau sur la table, puis j'ai attendu. 1 heure est passée. Je consultais mon téléphone toutes les 2 minutes, l'angoisse montant à l'idée qu'il ait eu un accident. Au bout de 3 heures, j'ai reçu un simple message. « Désolée, je ne peux pas venir. Un imprévu. » Rien d'autre. Pas d'appel. Juste ça. Mais je savais bien où il était. J'ai pris la voiture et me suis rendue au parc où nous traînions tous les 3 à la fac, au bord du lac, là où on refaisait le monde jusqu'au petit matin. Je les ai trouvés assis ensemble sur le banc. Steven la regardait avec une tendresse et une douceur que je ne lui avais jamais vue en 3 ans. Je me suis éloignée, cachée derrière les arbres, assez près pour entendre leur voix. « J'arrive pas à croire que tu sois en face de moi », murmurait Steven, la voix brisée. « Pourquoi tu es parti? Où étais-tu pendant tout ce temps? » « Je suis désolée, Steven, vraiment. À l'époque, tout allait trop vite pour moi. Je me persuadais d'être prête, mais ce n'était pas vrai. J'ai fui. Mais toutes ces années, il n'y a toujours eu que toi dans ma tête. » Chuchota Jackie posant sa main sur la sienne et l'embrassant tendrement. « J'ai entendu dire que tu étais avec quelqu'un. » Il a juste baissé les yeux. Ça s'est fait comme ça. J'ai senti mon cœur se serrer. « Toute notre histoire? Juste un accident? Tu l'aimes ?» demanda Jackie, les yeux plongés dans les siens. Un silence. Je ne sais plus. Je le croyais, mais en te revoyant, je doute. Jackie s'est rapproché. « Tu penses qu'il y aurait encore une chance si jamais on voulait recommencer ?» Je savais qu'il avait attendu 3 ans pour lui dire oui. Avant qu'il ne réponde, j'ai quitté ma cachette. Je me suis avancée vers eux et j'ai retiré la bague qu'il m'avait offerte à Noël dernier, symbole du bonheur qu'il rêvait pour nous. Je lui ai déposé dans la main. « Attends », a-t-il tenté. Mais je suis partie sans me retourner, espérant malgré moi qu'il me rattraperait, qu'il me retiendrait. Il ne l'a pas fait. J'ai compris. Il n'est pas rentré cette nuit-là, ni les suivantes. Alors j'ai emballé ses affaires, posé les cartons près de la porte, changé la serrure, supprimé son numéro. J'ai pris la décision qu'il n'avait pas pu prendre, celle qu'il n'avait jamais eu le courage de prendre face à Jackie. 5 jours après, il s'est présenté, frappant à la porte. Je l'ai vu par le Judas, l'air fatigué, la bague à la main, frappant encore. « On peut parler ?» Sa voix passait à peine. « Je sais que je ne mérite pas d'être pardonnée, mais s'il te plaît, laisse-moi entrer. Juste quelques minutes pour discuter, c'est tout ce que je demande. » Je suis restée là, la main sur la poignée, partagée entre l'envie de l'entendre, l'envie de succomber encore, et tout ce qui me retenait. Juste au moment de décider, un message de Jackie est arrivé. « Écoute-le, il faut que tu saches quelque chose. Une chose que personne ne t'a jamais dite. » J'ai ouvert la porte, tout doucement, juste pour le voir dans la lumière du couloir. Il avait une mine épouvantable, les cheveux ébouriffés, les yeux gonflés, la chemise froissée, déjà tachée au col. Il serrait la bague entre ses doigts, comme si elle le brûlait. J'ai jeté un œil à mon téléphone, relu le message de Jackie qui n'avait toujours aucun sens. Steven a voulu commencer à parler, mais je l'ai coupé net. Je lui ai dit que Jackie venait de m'écrire, qu'il y avait un secret entre eux, quelque chose d'important que je ne savais pas. Son visage s'est vidé de toute couleur d'un coup. Vraiment, on aurait dit que le sang lui quittait le corps. Il a reculé, s'est appuyé au mur, prêt à s'effondrer. Il a peiné à trouver ses mots, puis a fermé les yeux et respiré profondément. Quand il les a rouverts, il m'a regardé droit dans les yeux.
Il vaut mieux qu'on s'assoie. C'est compliqué, et j'aurais dû te le dire il y a longtemps. Je me suis reculée, sans un mot. Il est entré, hésitant, craignant que je ne change d'avis. J'ai refermé la porte derrière lui, sans y penser. Nous sommes allés dans le salon. Je me suis installée sur la chaise près de la fenêtre, loin de notre vieux canapé, loin de lui. Steven s'est installé à l'autre bout du canapé, et soudain, l'espace entre nous semblait infranchissable. Il tenait toujours la bague. Ses mains tremblaient légèrement. J'attendais qu'il trouve ses mots. Le silence s'éternisait, si pesant que le tic-tac de l'horloge de la cuisine devenait assourdissant. Finalement, d'une voix rauque marquée par les larmes, il s'est lancé. Il m'a confié que si Jackie était partie le jour de leur mariage, ce n'était ni par peur ni par manque d'envie de s'engager. 2 semaines avant la cérémonie, elle avait découvert que sa mère souffrait d'un Alzheimer précoce, une vérité que son père lui avait cachée pendant des mois. Steven raconte que lors du dernier essayage de la robe, sa mère ne l'avait même pas reconnue. Quand Jackie était venue lui montrer sa robe finie, elle l'avait regardée comme une inconnue, lui demandant qui elle était et ce qu'elle venait faire ici. C'est à ce moment-là que son père l'avait prise à part pour tout lui avouer. La maladie de sa mère progressait depuis plus d'1 an. Il avait tout fait pour la protéger, inventant des prétextes, expliquant à tout le monde qu'elle n'était que fatiguée ou stressée. Il avait eu honte, pensait qu'il pourrait gérer ça seul. Steven continue de parler et moi, je reste sans bouger sur le canapé, essayant d'assimiler tout ce que j'entends. Il m'explique que le père de Jackie lui avait fait promettre de ne rien révéler du diagnostic. Il ne voulait pas que ça se sache, pas que sa femme soit vue autrement. Mais Jackie devait se marier, partir avec Steven à l'autre bout du pays à cause de son nouveau travail, ce même travail déjà accepté, l'appart réservé, la caution posée. Seulement voilà, sa mère était condamnée, elle sombrait un peu plus chaque jour, et Jackie n'a pas pu se résoudre à l'abandonner au moment où elle avait le plus besoin d'elle. Impossible de choisir entre l'homme qu'elle aimait et la réalité d'une mère en train de s'éteindre. Alors, plutôt que d'expliquer, elle avait tout laissé derrière elle, fuyant le jour de la cérémonie, sans trouver les mots, incapable de briser le cœur de Steven alors que le sien était déjà en miettes. Plus Steven parle, plus je sens quelque chose bouger en moi. La colère que je traînais se mélange à la confusion. Ça bouleverse tout ce que je croyais certain depuis 3 ans. J'étais persuadée que Jackie avait agi par égoïsme, qu'elle avait tout laissé tomber en ne pensant qu'à elle. Mais cette version n'a plus rien à voir. Ça me paraît tellement immense, tellement insurmontable, et je ne sais plus quoi en penser. Je demande à Steven pourquoi il ne m'a jamais rien dit, pourquoi il m'a laissé croire que Jackie l'avait quitté sans raison. Ma voix est sèche malgré moi. Il baisse les yeux vers la bague qui capte la lumière. Il finit par m'avouer qu'il n'a su la vérité que depuis 6 mois. La moitié de notre histoire. C'est Jackie elle-même qui a repris contact, après que son père a eu un AVC, pour tout lui expliquer, s'excuser, lui dire pourquoi elle était partie. Et depuis, Steven porte ce secret. Il sait à présent que Jackie n'est pas partie parce qu'elle ne l'aimait plus, mais qu'elle se noyait dans une situation impossible, sans parvenir à demander de l'aide. Je l'observe parler et je le vois dans ses yeux. Tout ça le hante tous les jours depuis qu'il sait, même pendant les moments passés avec moi. Il tente de justifier son silence, me dit qu'il pensait que ça n'avait plus d'importance, maintenant que Jackie était du passé et que nous étions en train de construire quelque chose de vrai. En gardant ça pour lui, il croyait que rien ne changerait. Mais aujourd'hui, je comprends que tout a changé, que soudain tout fait sens. La façon dont il se perdait dans ses pensées, son malaise quand il était question de mariage ou de parents malades, cette impression qu'il n'était jamais complètement là, y compris quand on était heureux. Je lui demande alors carrément s'il a revu Jackie ou gardé contact avec elle ces 6 derniers mois. Ma question reste en suspens. Steven hésite. Un silence qui semble durer une éternité, puis admet qu'ils ont échangé quelques mails, juste pour prendre des nouvelles, savoir comment allait sa mère, comment son père récupérait. Rien de personnel, rien de déplacé, mais mon estomac se serre tout de même à l'idée qu'il soit resté lié à elle alors qu'il me promettait un avenir et m'offrait cette bague en parlant d'avenir commun. Steven devine sûrement ce que je ressens parce qu'il se met à parler plus vite, essayant de me rassurer. Ses mails n'avaient rien de sentimental. Il n'avait jamais eu l'intention d'y donner une suite. Il croyait tout contrôler. Mais Jackie est revenue en ville récemment pour aider son père avec la vente de la maison familiale qu'il ne pouvait plus gérer seul après son AVC. Et la voir en vrai, après tous ces mois où elle n'était qu'un souvenir ou quelques mots à l'écran, a fait s'écrouler toutes les barrières qu'il avait érigées pour se convaincre qu'il était passé à autre chose. Il est perdu, ne sait plus ce qu'il ressent, s'il m'a utilisé comme bouée de sauvetage pour oublier ce qu'il n'a jamais affronté, ou s'il y a quelque chose de vrai entre nous. En l'écoutant, je prends conscience qu'il s'est menti, à lui comme à moi. Je me lève finalement, incapable de rester 1 minute de plus là, figée sur le canapé. Je lui dis qu'il faut qu'il parte, que j'ai besoin de prendre du recul, de respirer, incapable de réfléchir face à son regard perdu et coupable. Il commence à protester, voudrait qu'on en parle, qu'on affronte tout ça ensemble. Mais je tiens bon, je lui montre les cartons près de la porte. Je lui demande de prendre ce qu'il lui faut et de s'en aller. Il reste figé un instant,
comme s'il songeait à discuter, puis finit par se lever, gagne la porte, attrape ses clés, fouille dans un carton pour en sortir quelques vêtements. Il m'annonce qu'il ira chez Ryder quelque temps, qu'il me laissera l'espace dont j'ai besoin et qu'on discutera plus tard. Je ne réponds rien. Je l'observe pendant qu'il rassemble ses affaires et quitte l'appartement. Une fois la porte refermée derrière lui, je tourne la clé et reste là, debout, dans le silence. L'horloge de la cuisine continue de battre la mesure, le frigo ronronne, j'entends le bruit des voitures qui passent dans la rue. Je regagne le salon et je m'installe sur le canapé où Steven s'était assis, le cœur complètement bouleversé. Le coussin garde encore la chaleur de sa présence. J'observe autour de moi, dans cet appartement qu'on partageait, et je me rends compte que je ne sais même plus vers qui diriger ma colère. Jackie, parti sans un mot, Steven, qui m'a menti, moi-même, pour avoir fermé les yeux trop longtemps, ou nous tous, responsables du chaos ambiant. Je reste assise là, peut-être une heure, à fixer le vide, envahie par un silence oppressant depuis qu'il est parti. Je finis par attraper mon téléphone pour faire défiler de vieilles photos de nous deux, ce qui ne fait qu'accentuer ma douleur. Quand 23h30 arrive, je devine que je ne trouverai pas le sommeil, alors j'appelle Zoé. Elle répond au deuxième appel, la voix encore ensommeillée, mais dès qu'elle entend la mienne, elle émerge vite. Je me lance alors dans le récit de tout ce qui s'est joué ce soir avec Stephen. Les mails échangés avec Jackie, les mensonges dévoilés, puis cette confession de ne plus savoir où il en est. Zoé m'écoute, sans jamais m'interrompre, et lorsqu'enfin je me tais, elle reste silencieuse un instant, avant de me souffler quelque chose qui me coupe le souffle. Tu n'es peut-être amoureuse que de l'idée de sauver Stephen. Pas de lui, pas de toutes ses contradictions. J'ai envie de la contredire, de protester, mais les mots se bloquent en moi, car quelque part, je sais qu'elle touche juste. 3 ans passés à me plier en 4 pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment été là. Zoé reste au bout du fil avec moi jusqu'à presque 2 heures du matin. Et quand on raccroche, je me sens lessivée, vidée, mais un peu plus claire. Au matin, ce sont mes yeux gonflés et le cœur lourd qui me réveillent. Après un café, je m'installe à la table de la cuisine, le téléphone serré dans la main. Je sais ce qu'il me reste à faire. J'écris à Jackie sans détour. Il faut que l'on se voie, juste toutes les deux, loin de Stephen. Elle me répond dans les 5 minutes. D'accord pour qu'on se retrouve dans un café du centre cet après-midi. Toute la matinée, je tourne en rond dans l'appartement, répétant ce que je veux lui dire, m'entraînant devant le miroir comme pour une soutenance. Mais je sais que le moment venu, tout risque de s'effacer. À 13h30, je pars en voiture et arrive bien en avance, commande un thé que je n'ai même pas envie de boire, m'installe près de la fenêtre pour observer les passants. Lorsque Jackie arrive à 14h, elle ne ressemble en rien à l'image que je m'étais faite d'elle. Elle paraît plus âgée, fatiguée, bien loin de l'étudiante solaire des photos sur les vieux réseaux sociaux de Stephen, des cernes sous les yeux et les cheveux relevés à la va-vite. Dès qu'elle me voit, elle s'avance, et, gênée, je me lève, ne sachant pas vraiment comment la saluer. Elle me remercie d'être venue et s'assoit en face de moi. Avant même que je dise un mot, elle s'excuse pour le message de la veille, reconnaissant que balancer une telle nouvelle sans la moindre explication n'était pas juste. Je hoche la tête, avouant que c'est justement ce besoin de comprendre qui m'a poussée à venir. On commande un café, puis elle se lance dans le récit de ses 3 dernières années. Sa mère, frappée d'Alzheimer précoce, dont la mémoire a lentement glissé jusqu'à l'oubli total, y compris celui de sa propre fille. Jackie raconte, la voix brisée, comment elle a dû tout abandonner pour s'occuper d'elle jusqu'au bout, quitte à sacrifier son travail, son appartement, sa vie entière. Sa mère est morte il y a 4 mois, me dit-elle, et elle a eu l'impression que tout ce qu'elle avait quitté pour elle n'avait plus de sens, même pas le projet de vie avec Stephen. Elle m'explique que si elle est revenue, ce n'est pas pour le reconquérir, mais pour lui apporter des explications et les excuses qu'il méritait, après avoir disparu sans un mot le jour de leur mariage. Seulement, quand elle l'a revu l'autre soir au parc, tout est remonté si fort qu'elle a paniqué et elle lui a dit, sur le coup, qu'elle voulait retenter parce qu'à cet instant, c'était vrai. Je l'écoute, j'encaisse, j'essaie de comprendre ce que tout cela réveille chez moi. Finalement, je lui demande franchement ce qu'elle attend désormais de Stephen. Jackie reste silencieuse, les yeux perdus dans sa tasse, avant d'admettre qu'elle-même n'en sait rien. Une part d'elle l'aimera toujours, mais elle est lucide sur les dégâts causés, la confiance envolée, la douleur laissée derrière. Elle ne sait pas si elle souhaite vraiment recommencer ou si elle cherche juste à remplir le vide du deuil en s'attachant à une histoire familière. C'est là que Jackie me partage quelque chose qui change radicalement ma vision des choses. Elle me dit que Stephen a parlé de moi lors de leur rencontre au parc, qu'il a dit que j'étais quelqu'un de bien, de patient, que je l'avais aidé à se reconstruire quand il était au plus bas. Jackie me regarde droit dans les yeux et ajoute qu'elle a vu qu'il tenait à moi, mais qu'à ses yeux, il n'a jamais vraiment tourné la page avec elle, et qu'au fond, personne ne ressort indemne de tout ça. On finit par discuter presque 2 heures, et au fil de la conversation, je réalise que Jackie n'est pas le mauvais rôle que je voulais lui coller. C'est juste quelqu'un qui a fait un choix impossible, qui s'est noyé et qui traîne encore les conséquences pour tout le monde. Vers la fin,
Elle m'annonce qu'elle repartira vivre dans la ville de sa mère, le temps de régler la succession et de tenter un nouveau départ, loin de tout ce passé. Quand on quitte le café, épuisé mais aussi soulagé d'un poids, je rentre chez moi. Tout de suite, je découvre un message de Steven sur mon téléphone. Il veut qu'on se reparle. Je le fixe un instant, puis repose mon téléphone, écran contre le plan de travail. Je ne réponds pas. J'ai besoin de temps, envie de réfléchir à ce que je veux vraiment au lieu de me plier à ce qu'on attend de moi. Vers 6 heures, Zoé débarque avec des plats de mon taille préférée, ne pose aucune question, s'installe, met un mauvais film d'action, et on mange du pad thai devant des explosions en essayant d'oublier, rien qu'un instant, le chaos qui est devenu ma vie. Les jours suivants, je me contente d'aller travailler, de rentrer, d'ignorer les messages de Stephen, et ce n'est qu'au bout du 4e jour que finalement, j'accepte de le revoir. Je lui donne rendez-vous dans le parc, précisément là où tout est parti en vrille. Quand j'arrive, il est déjà installé sur le banc, l'air soucieux. À ma vue, il se lève, prêt à s'excuser, mais je le coupe aussitôt. Je lui annonce que j'ai discuté avec Jackie, que je sais maintenant toute la vérité, ce qui s'est passé avec sa mère et pourquoi elle est partie. Ensuite, je vais droit au but. Je lui demande s'il est encore amoureux d'elle. Steven reste muet, visiblement en plein combat intérieur. Son visage le trahit, il cherche ses mots. Finalement, il avoue qu'il ne sait plus très bien ce qu'il ressent. Revoir Jackie, dit-il, a ravivé toutes les blessures, tous les sentiments d'avant, mais avec moi il a trouvé une forme d'apaisement, de sécurité. Ce mot, tranquille, me blesse comme un coup de poing. Je lui dis que la tranquillité et la sécurité ne me suffisent pas, que je mérite quelqu'un qui sache sans l'ombre d'un doute qu'il veut être avec moi. Il a le cœur en miettes, je le vois bien, mais il sait que j'ai raison. Alors il ne dit rien. Je me lève, il m'imite, perdu, ne sachant pas quoi faire. Je lui explique qu'il n'est pas question d'une simple pause, de quelques nuits chez un ami, mais d'une vraie séparation, qu'on ait chacun le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Il me regarde, hébété, puis demande si cela signifie que c'est fini entre nous. Je lui réponds avec franchise que je n'en sais rien, mais que je refuse de continuer à attendre indéfiniment qu'il se décide à m'aimer ou non. Les mots sortent calmement, même si au fond de moi tout se bouscule. Steven passe la main dans ses cheveux, hoche la tête, résigné. On tombe d'accord? Il ira chez Ryder au moins 2 semaines. On ne se donne aucune nouvelle, pas de message, pas d'appel, pas de rencontre hasardeuse. Il me demande s'il peut me serrer dans ses bras pour dire au revoir, mais je refuse. S'il me touche, je sais que je risque de tout remettre en question. Je repars seule, jusqu'à la voiture, puis je rentre sans un bruit, la radio éteinte, tentant d'encaisser la scène. L'appartement me semble incroyablement vide, alors j'envoie un message à Zoé pour qu'elle vienne. 1 heure plus tard, elle débarque avec du vin et de la glace. Elle ne me pose pas de questions, s'installe à côté de moi sur le canapé pendant que je pleure. La semaine suivante au travail est un enfer. Impossible de me concentrer, je traîne ma tristesse partout, j'oublie même la moitié des slides pour une présentation client. Margot, ma collègue, s'en rend compte. En pleine réunion, je me perds dans mes pensées alors qu'on s'adresse à moi. Margot, une femme directe, quinca à la vie déjà bien cabossée, ne laisse rien passer. Après la réunion, elle me coince dans la salle de pause pendant que je me prépare un café. Elle s'interpose, bras croisés, et exige de savoir ce qui ne va pas, parce qu'elle me trouve à côté de mes pompes depuis des jours. Je tente de minimiser avec un « je suis juste fatiguée », mais elle ne me croit pas une seconde. Sa façon d'aller droit au but finit par me faire craquer, et je déballe tout. Steven, Jackie, le parc, la rupture. Elle écoute en silence, sans juger, hochant simplement la tête. Quand j'ai tout raconté, elle met un moment avant de répondre, puis partage l'histoire de son premier mariage, avec un homme encore hanté par son ex. Elle raconte avoir passé 5 ans à essayer de rivaliser avec cette femme absente, à cuisiner ses plats, à le soutenir, à patienter qu'il règle ses affaires. Mais à force, elle a compris qu'elle se battait contre un mirage, une femme idéale qui n'existait plus que dans sa tête. Elle conclut que le combat était perdu d'avance, puisqu'il ne s'agissait pas d'une vraie rivale. Margot me regarde droit dans les yeux. La chose la plus saine que tu puisses faire, c'est de partir, de laisser Steven régler ses problèmes sans t'attendre comme une roue de secours. Ces paroles font mal, précisément parce qu'elles sonnent terriblement justes. Je le sens dans tout mon corps. Elle pose la main sur mon épaule et dit que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un, pas ce qu'on choisit par défaut quand tout le reste s'est effondré. Je retourne à mon bureau, le cœur chamboulé mais soulagé, presque libéré, comme si j'avais enfin le droit de penser à moi d'abord. Les jours s'écoulent lentement, je me noie dans le travail pour éviter de penser à Steven. Je me demande s'il pense à moi, à Jackie, ou s'il est tout simplement perdu. 2 semaines après la rupture, mon téléphone vibre. Ryder me propose un café. Sur le moment, je suis surprise, car Ryder est avant tout le pote de Steven, depuis la fac, bien avant mon arrivée dans leur cercle. J'accepte, et on se donne rendez-vous dans un café près du bureau. Quand j'arrive, il est déjà assis, la mine tendue. On hésite, on ne sait pas trop comment se saluer, puis on s'assoit, on commande.
Ryder va droit au but. Il m'explique que Steven est complètement déboussolé, qu'il ne mange presque rien, dort à peine, passe ses journées à fixer son téléphone sans jamais oser appeler qui que ce soit. Ryder avoue que Steven squatte son canapé depuis 2 semaines et que c'est dur de le voir sombrer comme ça. Je me contente de hocher la tête, attendant la suite. Ryder confie qu'il en a marre de voir Steven gâcher sa vie à hésiter entre passé et présent, à ne jamais trancher, à ne jamais s'engager, ni avec quoi, ni avec qui que ce soit. Attiré par l'idée de ne pas se retrouver seul, Steven se retrouve coincé, incapable d'être honnête avec lui-même, ni avec les autres. Ryder ajoute que je mérite mieux que de servir de roue de secours, même si Steven ne le réalise pas vraiment. Ces mots font écho à ceux de Margot. La même vérité, brute, s'impose à moi. Je demande à Ryder s'il pense que Steven aime encore Jackie. Il soupire, passe la main sur son visage, puis avoue « Oui, il pense que Steven est toujours amoureux d'elle, mais il tient aussi sincèrement à moi, même si c'est mêlé de reconnaissance et de peur d'être seul à la suite du départ de Jackie. » Ryder me raconte que Steven doit faire un choix en fonction de ce qu'il veut réellement, et non selon ce qui le rassure ou ce qu'il imagine devoir vouloir. Il s'excuse d'aller droit au but, mais il insiste. Il fallait bien que quelqu'un trouve le courage de dire les choses franchement. On finit notre café, puis Ryder me serre longuement dans ses bras avant de partir, glissant à mon oreille de prendre soin de moi, peu importe la décision de Steven. Je rentre chez moi étrangement apaisée, avec la sensation que tout commence enfin à trouver sa place, même si rien n'est encore résolu. Le soir venu, mon téléphone sonne. C'est le nom de Jackie qui s'affiche. Je sens mon cœur rater un battement, car on ne s'est pas parlé depuis cette fameuse discussion au café, il y a des semaines. Je décroche. Sa voix trahit sa nervosité. Elle parle vite, comme si elle craignait que je mette fin à l'appel. Elle m'annonce qu'elle quitte la ville dans 3 jours, qu'elle a accepté un poste là où vit sa mère pour tourner la page, prendre ses distances avec ce passé trop chargé en souvenirs, en douleurs, en histoires inachevées. Jackie tient à me voir une dernière fois avant de partir, car elle doit me dire quelque chose d'important à propos de sa dernière conversation avec Steven. J'accepte de la retrouver le lendemain matin, même si je ne suis pas sûre d'avoir envie d'entendre ce qu'elle a sur le cœur. On se retrouve dans un autre café, à l'autre bout de la ville, un endroit neutre, sans souvenir pour aucune de nous. Lorsqu'elle arrive, Jackie a l'air fatiguée mais résolue. Elle commande un thé, prend une grande inspiration, puis se lance. Elle m'explique que Steven est venu la voir 2 jours plus tôt, débarquant à l'improviste chez son père, pour lui confier qu'il réfléchissait à tout ça et qu'il se rendait compte d'avoir été injuste avec nous deux, à force de ne pas dire franchement ce qu'il ressentait. Steven a avoué à Jackie qu'il ne l'avait jamais vraiment oublié, mais qu'il avait aussi construit une vraie histoire avec moi, qui comptait énormément à ses yeux, et que l'idée de se tromper ou de faire souffrir quelqu'un l'effrayait. Au fur et à mesure qu'elle me raconte, je vois les yeux de Jackie briller. C'est douloureux pour elle aussi. Elle a expliqué à Steven qu'elle partait, qu'elle se retirait de l'équation parce qu'elle refusait d'être la raison pour laquelle il ferait du mal à quelqu'un d'autre, comme elle l'avait fait souffrir 3 ans plus tôt. Elle a insisté. Elle ne reviendra pas, et il devra décider ce qu'il veut avec moi, en se basant sur notre histoire, pas en comparant avec ce qu'il a vécu avec elle ou avec ce qui aurait pu être. En l'écoutant, je ressens un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagée qu'elle fasse d'elle-même ce pas en arrière, mais attristée que les choses aient dû se terminer ainsi, dans la douleur. Jackie pose alors sa main sur la mienne, tout doucement. Elle s'excuse sincèrement d'avoir semé autant de chaos et pour ce message à l'origine de tout. Elle ajoute qu'elle comprend aujourd'hui à quel point je tiens à Steven, que j'ai toujours été présente pour lui quand il en avait le plus besoin, lui ayant permis de traverser la période la plus dure de sa vie. Jackie me dit qu'elle espère sincèrement que, quoi qu'il arrive entre Steven et moi, je ne laisserai pas cette histoire ébranler ma confiance en moi, ni ma capacité à aimer véritablement. Sa voix tremble un peu, je sens que ses mots sont sincères. On termine nos boissons en silence, puis on se lève. Jackie me serre fort contre elle, je lui rends son étreinte. On reste l'une contre l'autre un peu trop longtemps, comme si aucune de nous n'avait vraiment envie de se détacher. Quand enfin on se sépare, je comprends que l'amitié qu'on aurait pu construire dans un monde moins compliqué va réellement me manquer. Je la regarde s'éloigner jusqu'à sa voiture et partir, sachant au fond de moi que c'est sûrement la dernière fois que je la vois. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée chez moi sans aller travailler, prétextant une maladie, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, tant j'étais vidée, épuisée physiquement et moralement par ce qui venait de se passer. J'ai passé le plus clair de mon temps affalée sur le canapé, à fixer le vide, ressassant ma relation avec Steven d'une manière dont je ne m'étais jamais vraiment permis auparavant. Je repassais en boucle les souvenirs de ces 3 dernières années, découvrant des schémas que je n'avais jamais remarqués, sa façon de décrocher par moments, comme s'il était ailleurs, le fait qu'il n'exprimait jamais vraiment ce qu'il ressentait, se contentant de parler du travail ou du choix du film du soir, l'impression que j'étais toujours celle qui se projetait, qui parlait de l'avenir, pendant qu'il se contentait d'acquiescer, sans jamais proposer quoi que ce soit de lui-même.
Je croyais que tout venait des blessures que Jackie lui avait causées, que c'était à cause du temps dont il avait besoin pour retrouver confiance. Mais, seul dans l'appartement, j'ai fini par comprendre que la réponse était peut-être plus simple. S'il n'était pas vraiment là avec moi, c'était peut-être juste parce qu'il n'en avait pas envie, ou en tout cas pas comme j'en avais besoin. J'ai saisi mon téléphone et commencé à rédiger un message à Steven. J'ai écrit que Jackie quittait la ville pour de bon et que le moment était venu, enfin, d'avoir une véritable discussion entre nous, de parler franchement de ce qu'on voulait, de ce qu'on était. Avant de pouvoir me raviser, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Il a répondu en moins d'1 minute, acceptant tout de suite et demandant où et quand. Je lui ai proposé de venir à l'appartement le lendemain après-midi. Il m'a juste écrit « D'accord » et j'ai reposé mon téléphone, étrangement sereine. Le lendemain, j'ai nettoyé l'appartement, plus pour occuper mes mains que par vraie nécessité. Quand Steven a frappé à la porte, je l'ai ouvert et je l'ai trouvé devant moi, visiblement nerveux et épuisé. Il est entré, a baladé un regard rapide sur la pièce comme s'il la découvrait, alors qu'on y avait vécu tant de souvenirs. L'appartement avait soudain un autre visage, plus tout à fait chez nous, presque comme un décor où il ne se passait déjà plus rien. Nous nous sommes assis chacun à une extrémité du canapé, séparés par un gouffre bien plus grand que la distance qui nous séparait physiquement. Steven a pris la parole en premier. Il m'a expliqué qu'il avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines et reconnu qu'il ne m'avait pas toujours traité avec justice depuis le début. Il m'a avoué s'être engagé dans notre histoire avant d'être réellement guéri de sa rupture avec Jackie. Et même s'il avait des sentiments sincères, il doutait que cela soit l'amour que je méritais. Sa voix s'est brisée sur ces mots et j'ai senti combien il lui coûtait de l'admettre. J'ai apprécié la sincérité de sa démarche, même si l'entendre à haute voix m'a serré le cœur. Je lui ai dit, à mon tour, que moi aussi j'avais beaucoup réfléchi et compris quelque chose d'essentiel, que, pour une fois, il était temps que je me choisisse moi-même, au lieu d'attendre qu'il finisse par me choisir. J'ai expliqué que je méritais quelqu'un qui soit sûr de moi dès le début, sans qu'il lui faille perdre quelqu'un d'autre pour réaliser ce qu'on avait entre les mains. Les yeux de Steven se sont embués, mais il a acquiescé lentement, sûrement parce qu'il savait, au fond, que j'avais raison. On est resté silencieux un long moment avant de finalement aborder ces questions pratiques qu'on remettait sans cesse à plus tard. Le bail, les meubles, tous nos petits trucs amassés en 3 ans. Steven a proposé de partir complètement, de chercher un nouveau logement ailleurs pour que je puisse garder l'appartement si je voulais. Je ne m'attendais pas à une telle générosité de sa part, mais j'étais aussi triste de voir à quoi on en était arrivé, de voir tout séparer alors que ça avait été notre vie. On s'est mis d'accord pour prendre quelques jours afin de régler les détails, puis on avertirait le propriétaire. Ce week-end-là, Zoé est venue m'aider à emballer les affaires de Steven. Elle est arrivée armée de sacs poubelles, d'un rouleau de scotch et de tout son côté pragmatique dont j'avais grand besoin. On a vidé l'armoire, trié ses fringues et ses chaussures, puis fait le tour de la salle de bain pour rassembler ses affaires de toilette, son éternel rasoir électrique abandonné sur le lavabo. Zoé me répétait sans arrêt qu'elle était fière de me voir partir la tête haute, plutôt que de rester auprès de quelqu'un qui m'aimait à moitié. Tout en fouillant dans un tiroir, je suis tombée sur la bague de promesse que Steven avait essayé de me rendre cette fameuse nuit, sur le pas de la porte. Je l'ai fait tourner entre mes doigts à la lumière, perdue dans mes pensées. Zoé m'a demandé si je voulais la garder, mais j'ai secoué la tête et l'ai laissée dans le carton avec le reste de ses affaires. Cette bague, c'était le symbole d'un avenir qui n'avait jamais vraiment existé. Juste une illusion à laquelle je m'accrochais parce que j'en avais terriblement envie. Le lundi suivant, j'ai appelé le numéro d'une psy que m'avait conseillé mon assurance et j'ai pris rendez-vous pour la semaine. Je me suis retrouvée dans un petit cabinet au centre-ville à remplir des formulaires sur mon histoire perso et ma santé mentale. Quand la psy m'a reçue, je me suis installée sur son canapé et je lui ai tout déballé. Steven, Jackie, comment j'avais perdu à la fois une histoire d'amour et une amitié dans ce chaos. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, puis elle a commencé à me poser des questions qui me faisaient voir les choses sous un autre angle. Au fil des séances, j'ai compris que je m'épuisais à vouloir mériter l'amour inconditionnel de Steven, à être parfaite, toujours présente, alors que le vrai amour ne devrait pas exiger tant de sacrifices. Elle m'a aussi montré que je m'étais modelée en fonction de ce que je pensais qu'il attendait de moi, au lieu d'oser être simplement moi et voir si ça suffisait. Les séances étaient dures, parce que ça me forçait à affronter mes propres mécanismes, mais au fond, c'était aussi un vrai soulagement. 2 semaines plus tard, Steven m'a écrit pour dire qu'il avait trouvé un appartement de l'autre côté de la ville et qu'il était prêt à venir récupérer ses affaires. On s'est retrouvés à l'appartement pour échanger les clés et faire définitivement le tri de tout ce qu'on avait accumulé. En le voyant, j'ai eu l'impression qu'il avait changé, qu'il s'était peut-être apaisé, comme s'il faisait face à la situation pour une fois au lieu de l'éviter. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie lui aussi, pour ses angoisses d'abandon et son incapacité à s'engager pleinement dans une relation. On a descendu les cartons jusqu'à sa voiture, en faisant plusieurs allers-retours dans l'escalier. Je lui ai rendu sa clé de l'appart.
Il m'a rendu celle que je lui avais confiée des années plus tôt. On est resté là, sur le parking, sans arriver à se dire vraiment au revoir. Finalement, il m'a juste dit « merci pour tout » et il est monté dans sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis remontée dans ce chez-moi devenu entièrement mien. 1 mois a passé. J'ai appris à apprécier cette nouvelle vie solo, à occuper tout le lit, à ne plus dépendre du rythme de personne. Un après-midi, alors que je faisais défiler les réseaux sociaux, j'ai reçu un message d'une certaine Nicole Schaffer. Je l'ai accepté et j'ai tout de suite vu que c'était la petite sœur de Jackie, celle que j'avais croisée quelques fois à la fac. Elle voulait me remercier d'avoir été bienveillante avec Jackie lors de leur dernière conversation avant son départ. Nicole écrivait que Jackie allait mieux dans sa nouvelle ville, qu'elle tentait de se construire une vie rien qu'à elle, et que parfois elle parlait de moi, évoquant la manière dont j'avais traversé tout ça avec plus de dignité qu'elle ne pensait le mériter. J'ai répondu que j'étais contente de savoir que Jackie remontait la pente, et Nicole m'a demandé aussitôt si ça me disait de déjeuner un midi avec elle. J'ai accepté, et on a calé une date pour le week-end suivant. On s'est retrouvés dans un petit resto sympa près de chez moi. La ressemblance entre Nicole et Jackie m'a déstabilisée une seconde. On a commandé à manger, et Nicole a commencé à me raconter tout ce que Jackie avait vécu pendant la maladie de leur mère, comment la famille s'était complètement effondrée, comment leur père s'était renfermé, et que Jackie avait tout pris sur elle. Nicole disait qu'elle était trop jeune à l'époque pour vraiment aider et qu'elle avait toujours vécu avec la culpabilité de voir sa sœur s'effacer pour tout gérer toute seule. Elle a évoqué le refus de leur père d'accepter la moindre aide alors que c'était mission impossible. Sa voix est devenue douce quand elle s'est souvenue des derniers moments. Leur mère qui ne reconnaissait plus personne. Leur père à bout de force. L'écouter m'a permis de voir les choix de Jackie sous un autre jour. Ça n'enlevait rien à la peine que tout cela avait pu causer, mais au moins je comprenais dans quel piège elle s'était retrouvée. Nicole m'a confié qu'elle se demandait souvent comment les choses auraient tourné s'ils avaient admis avoir besoin de soutien, si leur père n'avait pas cherché à tout porter seul. On a terminé le repas, Nicole m'a prise dans ses bras avant de partir, me remerciant encore d'avoir accepté de la voir. Sur le chemin du retour, je repensais à la complexité de la vie des gens, à tout ce que chacun traîne derrière lui sans rien laisser paraître. La semaine suivante, au bureau, je me suis plongée à fond dans une grosse présentation pour un nouveau client, en enchaînant les heures tardives pour fignoler chaque diapositive. J'étais seule dans la salle de réunion à relire mon diaporama quand Margot est apparue, s'arrêtant dans l'encadrement de la porte pour m'observer un instant avant de me dire « Tu as l'air différente, plus légère, je trouve. » Intriguée, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là et elle est venue s'installer en face de moi. Elle m'a expliqué qu'elle remarquait un changement chez moi ces derniers temps. Je me tenais plus droite, je ne me repliais plus sur moi-même comme pour disparaître. En y réfléchissant, elle avait raison. Sans même m'en rendre compte, quelque chose s'était bel et bien transformé en moi ces dernières semaines. Margot pensait que j'avais enfin réussi à déposer un fardeau qui ne m'appartenait pas, et l'entendre me dire ça tout haut m'a fait réaliser qu'elle visait juste. J'avais porté la peine de Steven après son départ, la culpabilité de Jackie d'être partie, et ma propre peur de ne pas être à la hauteur. Puis, au fil du temps, j'avais fini par lâcher prise. Assise là, j'ai ressenti une vague de soulagement immense en prenant la mesure de toute l'énergie que j'avais gaspillée à supporter le poids de problèmes qui n'étaient pas les miens. 2 mois après le départ de Steven, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro supprimé, mais que j'ai aussitôt reconnu. Il me proposait un café, sans intention de se remettre ensemble, juste pour parler, entre amis. Je suis restée un bon moment à fixer le message, incertaine d'être prête. Une part de moi voulait tout simplement tourner la page sans me retourner, mais je sentais aussi le besoin d'une vraie conclusion. Un moyen de voir si, cette fois, il avait vraiment changé, ou s'il cherchait juste à s'alléger la conscience. Finalement, j'ai accepté, et on s'est donné rendez-vous dans un café du centre, un samedi matin. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà à une table au fond, et son visage n'était plus tout à fait celui de mes souvenirs. Il semblait plus posé, plus serein. Il ne pianotait plus nerveusement sur son téléphone comme avant. Nous avons commandé nos boissons, et un silence un peu gênant s'est installé, ne sachant trop comment entamer la conversation. Il a fini par me remercier d'être venu, et m'a expliqué qu'il hésitait depuis des semaines à me contacter, craignant que je n'en ai jamais envie. Stephen a commencé à me parler de la thérapie qu'il suivait, de la façon dont sa psy l'aidait à comprendre cette peur constante d'être seul. Il a admis qu'il était passé d'une rupture à l'autre sans jamais prendre le temps de penser ses plaies, qu'il avait préféré s'occuper du mal-être des autres plutôt que d'affronter le sien, fuyant sans cesse le sentiment d'abandon. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a remercié de lui avoir forcé la main, de l'avoir obligé à affronter ses travers, là où tous les autres les avaient laissés passer. J'ai été sidérée par sa lucidité. Le Stephen que j'avais connu se serait trouvé 1000 excuses ou aurait rejeté la faute sur les circonstances. Je lui ai demandé s'il avait repris contact avec Jackie. Il a simplement secoué la tête, expliquant qu'il respectait sa décision de tout recommencer à zéro et qu'il essayait d'en faire autant de son côté. Il m'a confié que ses sentiments à l'égard de Jackie resteraient compliqués,
qu'on n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain une personne qui a tant compté, mais qu'il avait compris qu'on pouvait aimer et admettre que la relation n'était pas saine. Cette maturité m'a vraiment surprise. Ce n'était pas l'homme que j'avais laissé. Stephen s'est alors penché vers moi et a tenu à s'excuser de ne pas avoir été le partenaire que je méritais, de m'avoir prise pour son soutien émotionnel plutôt que comme son égal. Il a reconnu s'être énormément reposé sur moi, même après avoir récupéré pied, et que ce n'était pas juste, ni pour lui ni pour moi. Il m'a dit espérer qu'un jour, je tombe sur quelqu'un pour qui je passerai avant tout, sans hésitation, car j'aurais dû avoir cela depuis le début. En entendant enfin ces mots que j'aurais tant souhaité entendre il y a des mois, j'ai senti ma gorge se serrer, mais je l'ai remercié pour ses excuses et je lui ai souhaité de trouver la paix avec lui-même avant de commencer une nouvelle histoire, car la prochaine mériterait plus qu'un simple pansement pour ses blessures. On est resté un moment silencieux, puis il m'a demandé si je me souvenais du week-end où nous avions filé jusqu'à la côte et fini coincés en pleine tempête. J'ai souri, car le souvenir était intact. On avait déniché un minuscule motel pour s'abriter, passé des heures à jouer aux cartes pendant que la pluie tambourinait aux fenêtres. On a reparlé de ces bons moments, et j'ai pris conscience que je ne regrettais rien de notre histoire, même si elle s'était mal terminée. Stephen m'avait appris ce que je ne voulais plus vivre, ce que cela signifiait d'être le second choix pour quelqu'un. Même si cela avait été douloureux, c'était précieux. Tout comme je l'avais aidé, lui, à commencer à affronter ses vieux démons au lieu de toujours les fuir. Parfois, les relations ont du sens, même si elles ne sont pas faites pour durer, et cela m'allait très bien. 3 mois après la rupture, je me suis rendue à une soirée organisée par une collègue, et c'est là que j'ai discuté longuement avec Jonas, un ami de son mari. On est resté debout dans la cuisine à papoter de tout et de rien pendant une bonne heure, puis il m'a proposé d'aller dîner ensemble un soir. J'ai accepté, même sans être tout à fait certaine d'être prête, et nous avons calé un rendez-vous la semaine suivante. Ce fut un dîner tranquille, sans pression, dans un petit italien du quartier, avec une conversation fluide, naturelle. Ce qui m'a frappée, c'est de voir la différence d'être face à quelqu'un qui s'intéressait vraiment à moi, qui écoutait mes réponses au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. Jonas voulait savoir ce que je faisais, mes passions, ce que je ressentais pour ma famille, et il semblait sincèrement captivé lorsque je lui parlais de ma sœur ou du plaisir de reprendre la peinture. Je n'étais pas prête à me lancer dans une nouvelle histoire sérieuse, mais cela m'a fait du bien de me rappeler que j'avais, moi aussi, droit à de l'attention et qu'on pouvait me courtiser, que je n'étais pas condamnée à être le lot de consolation. Le week-end suivant, Zoé est passée me voir. On a passé la matinée du samedi à réaménager mon appart et à accrocher les toiles sur lesquelles je travaillais. Ma sœur m'a confié qu'elle me trouvait bien plus épanouie depuis que je vivais seule, presque redevenue celle qu'elle connaissait avant Stephen. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a expliqué qu'en ce moment, je recommençais à faire toutes sortes de choses que j'avais laissées de côté en couple. Sortir à des concerts en pleine semaine, veiller tard plongée dans un livre, ou m'inscrire sur un coup de tête à des cours d'art. Elle m'a fait remarquer que, sans m'en rendre compte, je m'étais adaptée à ses envies à lui, en me perdant un peu au passage. On a commandé à manger et on a dégusté notre pad thaï, calé sur mon canapé, les boîtes à la main, et j'ai soudain ressenti une grande reconnaissance pour ma sœur qui était restée à mes côtés malgré tout ce chaos. Le mardi d'après, alors que je faisais quelques courses pour le dîner, j'ai failli percuter Ryder avec mon caddie au rayon fruits et légumes. On a éclaté de rire. Il m'a demandé comment j'allais, et on a papoté un bon moment devant les pommes. J'ai pris de ses nouvelles, surtout de Stephen, et Ryder m'a expliqué qu'il s'investissait à fond dans le design et suivait régulièrement sa thérapie. Il avait l'air plus équilibré qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il a ajouté une phrase qui m'a marquée. Il était reconnaissant que j'ai eu le courage de partir quand Stephen n'arrivait pas à se décider, car ça l'avait obligé à évoluer, à affronter ses soucis. Il m'a confié que Stephen avait toujours eu tendance à fuir les problèmes et que la rupture avait été pour lui un vrai électrochoc. Après lui avoir dit au revoir, en me dirigeant vers la caisse, je me suis surprise à réfléchir à ce paradoxe. Ma douleur avait servi à déclencher quelque chose chez un autre. En séance avec ma psy cette semaine-là, j'ai parlé de tout ce que j'apprenais, notamment à accepter, sans en avoir honte, que la réalité soit bien plus compliquée qu'on voudrait. On peut très bien souffrir de la fin d'une relation, tout en sachant qu'on a fait le bon choix. Ma thérapeute a approuvé. C'est ça, la maturité émotionnelle. Savoir tenir ensemble 2 vérités sans chercher à arrondir les angles. Elle m'a rappelé que peu de gens y parviennent. On veut souvent faire de son ex le gentil ou le méchant, alors que la vérité se situe toujours quelque part entre les deux. J'ai réalisé qu'il était possible d'admettre que Stephen m'a blessée tout en comprenant ses propres failles, et que je pouvais ressentir du chagrin pour ce que j'ai perdu, tout en désirant autre chose pour moi. Assise là-bas, j'ai ressenti une fierté immense pour le chemin parcouru en si peu de temps. Depuis la femme qui pleurait derrière sa porte jusqu'à celle qui ose regarder les choses en face aujourd'hui. La semaine suivante, au boulot, ma chef m'a convoquée et m'a annoncé que j'étais promue responsable grand compte, avec une belle évolution de poste et un meilleur salaire.
Je suis sortie de son bureau avec la sensation de respirer pour la première fois depuis des mois. Un peu plus tard, Margot m'attendait à mon bureau. Il fallait absolument qu'on fête ça le soir même. On a filé dans un bar à vin du centre. Elle a commandé le meilleur cru et m'a observé, un sourire en coin, avant de me dire qu'elle n'avait pas manqué ma transformation ces derniers mois. J'avais changé du tout au tout. D'après elle, au début de ma relation avec Steven, j'avais tâché de me faire discrète, de m'effacer, de ne jamais rien réclamer. Mais aujourd'hui, tu assumes ta place sans jamais t'excuser. Je lui ai lancé un regard interrogateur et elle a précisé « Maintenant, tu prends la parole en réunion, tu poses des limites aux clients pénibles, tu as arrêté de t'excuser pour ce qui ne te concerne pas. » Margot a levé son verre et conclu qu'elle était fière que je choisisse enfin de penser à moi, plutôt que de céder à la facilité. Ce soir-là, j'ai compris qu'elle était devenue bien plus qu'une collègue au franc-parler parfois déconcertant. Elle était devenue une vraie amie, presque une mentor, qui m'a aidée à voir ma propre valeur au moment où je l'avais complètement perdue de vue. 4 mois après ce tremblement de terre, j'ai signé le bail d'un petit appartement à l'autre bout de la ville. Cette fois, il était vraiment à moi, rien qu'à moi. Mon nom seul inscrit sur le bail, et ça voulait tout dire. Zoé est venue m'aider à m'installer le week-end. On a passé le samedi à repeindre un mur d'un bleu intense, celui dont j'avais toujours rêvé, mais que Steven trouvait trop sombre. Elle a accroché mes tableaux un peu partout dans le salon, ceux peints ces nuits blanches où je cherchais à retrouver pied. On a fait le tour des magasins pour que je choisisse enfin un canapé qui me plaisait, au lieu de me contenter d'un modèle insipide. Zoé répétait combien l'appartement avait une autre énergie, radicalement différente de ce que je partageais avec Steven. Pour la première fois, le lieu semblait respirer ma personnalité. On a commandé une pizza qu'on a dévorée, installée par terre, faute de table livrée. « Tu respires la légèreté », a-t-elle soufflé, comme avant Steven. J'ai regardé ce mur bleu, mes tableaux, mon mobilier, et j'ai senti que je n'avais jamais habité un endroit qui me ressemblait autant. Un soir, en traînant sur mon téléphone, je suis tombée sur une publication de Jackie lançant un groupe d'entraide pour accompagnants de proches atteints d'Alzheimer dans sa nouvelle ville. Des dizaines de messages la félicitaient ou demandèrent des précisions. J'ai observé tout ça un long moment, partagé. J'avais encore des cicatrices, mais j'étais sincèrement heureuse qu'elle parvienne à transformer ses épreuves en quelque chose d'utile aux autres. Je lui ai écrit un petit mot, juste pour lui dire que j'étais contente de la voir épanouie et que ce groupe rendrait service à plus d'une famille. Elle m'a répondu dans l'heure, me remerciant chaleureusement, et m'a dit qu'elle appréciait ma gentillesse après tout ce que nous avions traversé. On n'a rien ajouté, mais c'était exactement la forme de clôture dont on avait besoin. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Steven à l'anniversaire d'un ami commun. En le voyant de loin, mon estomac s'est noué, mais très vite je me suis aperçue que je n'étais ni angoissée ni en colère, simplement sereine. Il s'est approché, on a discuté un moment de nos vies. Il m'a parlé d'un nouveau projet de design qui l'enthousiasmait, une histoire de branding pour une start-up, et je lui ai raconté ma promotion et mon nouveau logement. Il avait l'air vraiment heureux pour moi, et j'ai réalisé que pour la première fois, j'éprouvais exactement la même chose pour lui. On était plus proches, mais on restait en bons termes, et c'était parfaitement adéquat, vu là où on en était. La conversation avait à peine duré 5 minutes avant qu'on ne finisse, tout naturellement, par se mêler à d'autres groupes à la fête, mais il n'y avait rien de gênant, ni de forcé dans cet échange. C'était juste 2 personnes qui avaient un temps partagé leur quotidien, et qui, dorénavant, ne le partageaient plus. Le week-end suivant, Jonas et moi sommes allés dîner dans un Italien pour notre second rendez-vous. Là, la discussion a pris un tournant très différent. On a dépassé le stade des banalités sur nos boulots et nos loisirs pour rentrer dans le vif du sujet. Il m'a interrogée sur mes anciennes histoires, alors je lui ai raconté en toute simplicité la période Steven et Jackie, sans jouer les victimes ni les héroïnes. J'ai juste exposé ce que j'avais vécu, ce que ça m'avait apporté. Jonas, à son tour, s'est ouvert sur ses propres déboires, une ex qui lui avait été infidèle, le temps qu'il avait mis à retrouver confiance. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a pu parler franchement de nos passés, sans se donner des allures de perfection ou prétendre que tout était réglé. Il n'a pas sauté sur l'occasion pour me donner des leçons ou vouloir réparer mon histoire. Il a simplement écouté, approuvé d'un signe de tête et confié qu'il comprenait mes choix. 5 mois plus tard, pendant l'un de mes coups de fil hebdomadaires avec Zoé, elle me demande si j'ai vu les dernières stories de Steven. Je réalise que ça fait des semaines, peut-être un mois, que je n'ai même pas été voir son profil. Je lui dis, elle éclate de rire, et souligne que, quand même, c'est un énorme progrès pour quelqu'un qui, avant, passait son temps à scruter les réseaux. Et elle n'a pas tort. J'avais arrêté de cogiter sur ce qu'il devenait, avec qui il était, s'il était heureux ou non. Pour la première fois depuis des années, je me concentrais enfin sur ma propre vie, sur mes propres avancées. On a ri, toutes les deux, en repensant à cette toute première nuit où j'avais débarqué chez elle en larmes, incapable de lâcher mon portable. Au bureau, un après-midi, Margot m'a prise à part pour me dire qu'elle avait remarqué quelque chose.
Désormais, je passais mes pauses déjeuner avec Faye, une collègue plus jeune, en pleine rupture difficile. Margot m'a avoué qu'elle m'avait entendu apporter à Faye les mêmes conseils francs et bienveillants qu'elle m'avait donnés des mois plus tôt. Ne pas se contenter de miettes, apprendre à reconnaître sa propre valeur. Sur le coup, je ne m'en étais pas rendu compte, mais elle avait raison. Je transmettais à mon tour une sagesse qui m'avait aidée lorsque j'étais noyée dans le brouillard. Au fond, ça m'a soulagée de voir qu'une expérience pénible pouvait servir à épauler quelqu'un d'autre, à lui éviter peut-être les mêmes écueils. Pour notre 3e rendez-vous, Jonas m'a invité dans un petit resto mexicain réputé pour ses tacos, puis on a flâné dans les rues du quartier pour admirer les vieilles façades. Quand il m'a raccompagnée à la voiture, il m'a embrassée pour me souhaiter bonne nuit, et pour une fois, je n'ai ni pensé à Steven, ni remis en question mes sentiments, ni douté de mes choix. J'étais juste là, bien présente, avec quelqu'un qui semblait sincèrement curieux de découvrir qui j'étais. On s'est promis une randonnée le week-end suivant, et j'avais hâte de mieux le connaître, sans retenue ni crainte. 6 mois après m'être retrouvée devant cette porte à hésiter sur la place à accorder à Steven, j'étais posée dans mon propre appartement, seule, à discuter avec Zoé de nos projets pour les fêtes. Elle m'a demandé, sans détour, si j'étais heureuse. J'ai pris le temps d'y réfléchir, et la réponse était oui. Pas un oui de conte de fées, mais un vrai bonheur, simple, posé. J'avais fait le choix de vivre pour moi, alors qu'il aurait été tellement plus facile de m'accrocher à lui, et ce choix-là, il m'avait menée ici, dans une existence que j'avais vraiment faite mienne. Un mardi, une enveloppe bleu pâle est arrivée, l'écriture de Nicole sur le devant. À l'intérieur, elle m'expliquait que Jackie voulait que je sache que son groupe d'entraide avait soutenu des dizaines de familles touchées par Alzheimer et qu'elle avait trouvé un vrai sens à sa nouvelle vie. Nicole avait ajouté un petit mot pour me remercier d'avoir été présente pour sa sœur, alors que rien ne m'y obligeait. J'ai relu la carte à 2 reprises avant de la fixer sur le frigo. Un rappel discret que les gens sont complexes, parfois maladroits, et qu'au fond, même quand tout n'est pas simple, offrir un peu de grâce reste toujours précieux. Alors que les fêtes approchaient, je décrochais des guirlandes chez moi quand j'ai vu arriver un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'effacer, mais le message a retenu mon attention. C'était Steven, qui voulait de mes nouvelles, dire qu'il allait bien, qu'il était célibataire depuis 6 mois, qu'il prenait du temps pour lui et qu'il gardait de la gratitude pour notre histoire. J'ai pris un moment, puis je lui ai répondu que j'étais contente qu'il ait trouvé la paix. On a échangé encore quelques messages polis pour se donner des nouvelles, mais la conversation s'est doucement arrêtée et chacun est retourné à sa vie. J'ai terminé de décorer et j'ai pris conscience que je ne ressentais plus qu'un apaisement. Pas de colère, pas de regret, juste un accord tranquille avec l'idée qu'on avançait désormais sur des chemins séparés. Avec Jonas, on en était à 2 mois de relation et je ne pouvais pas ne pas remarquer à quel point tout était différent. Il m'envoyait un texte chaque matin, il prévoyait les rendez-vous à l'avance, sans jamais s'y prendre au dernier moment. S'il disait qu'il appellerait, il le faisait vraiment. En thérapie, j'ai avoué à quel point ça me paraissait bizarre d'être avec quelqu'un d'aussi constant, et ma psy a esquissé un sourire avant de souligner que, pour la première fois, je faisais l'expérience d'être la priorité de quelqu'un, pas une roue de secours ni un simple point de chute. Ça m'a touchée parce qu'elle avait raison. Avec Steven, j'avais en permanence l'impression de me battre contre du vent, de devoir démontrer que j'avais ma place. Avec Jonas, ce n'était plus la peine. Il était juste là, sans que j'aie quoi que ce soit à prouver, ni à questionner, ni à craindre. Un soir, autour d'un plat de pasta dans ce petit Italien, Jonas m'a surprise en me demandant ce que je recherchais réellement dans une relation. La question m'a frappée, parce que honnêtement, peu d'hommes la posent d'emblée. J'ai pris une pause, posé ma fourchette, et répondu franchement, je veux quelqu'un qui me choisisse sans hésiter, qui soit là, vraiment là, et qui ait fait le travail sur lui pour être capable d'aimer sans jouer de rôle. Je voulais quelqu'un qui ne me fasse jamais douter de ma légitimité, ni me pousser à me demander si j'étais à la hauteur. Jonas m'a adressé un sourire et m'a confié que c'était exactement ce qu'il espérait lui aussi, qu'il avait la sensation que, tous les deux, on était peut-être en train de bâtir quelque chose de vraiment beau. J'ai souri à mon tour, envahi par ce sentiment paisible que, oui, c'était peut-être vrai. 7 mois après ce bouleversement, je me retrouvais, un samedi matin, assise dans mon appartement, un café à la main, à contempler cet espace qui était désormais entièrement le mien. J'avais décroché cette promotion tant attendue, avec un meilleur salaire et davantage de responsabilités. Je continuais à aller à mes séances de thérapie tous les 15 jours, ce qui m'aidait à garder les pieds sur terre. Mon amitié avec Margot prenait de l'ampleur. Elle était devenue une sorte de guide pour moi, tandis que Nicole, avec qui je déjeunais parfois pour parler de sa sœur ou plus généralement de la vie, comptait aussi beaucoup à mes yeux. Et puis, il y avait Jonas, qui me traitait enfin comme j'aurais toujours dû l'être, une chose que je ne comprenais réellement que maintenant. Steven, lui, m'avait montré tout ce que je ne voulais plus vivre dans une relation. M'éloigner de lui m'avait finalement révélé à moi-même, j'étais capable de me choisir,
même quand cela me paraissait insurmontable et effrayant. Ma vie était loin d'être parfaite. Il m'arrivait encore d'avoir des jours un peu sombres, de ressentir la solitude ou de douter de l'avenir. Mais désormais, tout cela m'appartenait. Mon appartement, mes choix, mon histoire, et au fond, c'était largement suffisant.